Aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Jacques Jobin, qui a travaillé durant toute sa carrière dans le domaine de la coopération internationale. On discute de son livre qui a été publié en 2016. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou et bienvenue à Tribune locale. Vous le savez, au cours de notre vie, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire le tour du monde. Et mon invité, lui, l'a fait plus d'une fois, c'est-à-dire 5 fois. Monsieur Jacques Jobin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Vous avez aujourd'hui, mais vous avez 77 ans. Vous êtes natif de Buckingham. Les gens vous connaissent parce que ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans votre communauté, notamment au sein du Club optimiste de Buckingham. Et là, vous avez sorti en 2016 un roman, votre seul et unique livre qui s'intitule « Parcours d'un idéaliste, coopération internationale en ONG 1965-2015 ». Premièrement, c'est une question très vaste, très générale. On s'en parlait avant de rentrer en ondes, mais qu'est-ce que c'est concrètement, ou pas, la coopération internationale? La coopération internationale, concrètement, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de la coopération entre les pays, le niveau commercial, le niveau politique, etc. Mais la coopération internationale dont nous parlons, c'est la coopération entre des pays qui sont plus développés et des pays qui sont moins développés. À travailler ensemble pour essayer d'améliorer la situation dans le pays d'accueil. Alors, en gros, c'est ça. C'est entre un pays qui est mieux structuré, organisé, plus riche, et des pays qui sont plus pauvres. Mais si je ne me trompe pas, la coopération internationale, ce n'est pas la même chose que l'aide humanitaire. C'est quoi la différence entre les deux? Ça, c'est une bonne question. L'aide humanitaire, c'est devenu connu parce que depuis une trentaine d'années, il y a énormément de situations politiques qui ont créé des camps de réfugiés, puis des situations dramatiques où des gens littéralement meurent de faim, là, tu sais, là. Alors, un humanitaire, c'est quelqu'un comme la Croix-Rouge ou des Médecins sans frontières, etc., des gens qui partent pour aller soulager la situation, mais pas nécessairement rester là 15 ans puis faire du développement. Ce qu'ils font, c'est répondre à une urgence. C'est en moment de crise qu'on voit là. Un moment de crise. Ça, c'est l'humanitaire. Nous, on n'était pas dans l'humanitaire. On était dans le développement, la coopération au développement. Notre façon d'être dedans, je dis notre parce que j'étais avec ma femme, là. Notre façon d'être dedans, c'était dans l'enseignement. Alors, on a enseigné dans une école vraiment de brousse à l'intérieur du pays, où on était les seuls Blancs. Puis, si un des deux n'avait pas été un professeur de mathématiques, il fermait l'école pratiquement, là. Tu sais, c'était vraiment une situation où tu dois renforcer les établissements, puis dans notre cas, c'est une école. Lorsqu'on est coopérant toute notre vie, là, on va remonter à il y a longtemps, qu'est-ce qu'on fait en termes d'études, premièrement? En termes d'études, ce qu'il faut, c'est que tu aies au moins une bonne formation de base. Alors, une formation de base, dans le temps, c'était un cours classique. Tu pars avec ton cours classique, puis là, tu as des cours de philo, tu as des cours de maths, tu as des cours de langue, etc. Tu as une formation générale de base. Puis avec ça, tu peux toujours être placé dans des institutions d'enseignement ou bien avec des institutions qui ont des programmations sociales, plus sociales, tu sais. Comme tu peux travailler dans l'orphelinat ou quelque chose comme ça, là, mais tu peux faire des choses. Maintenant, aujourd'hui, ça, là, on parle de 1965. Exactement. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas un bac universitaire, là,
c'est très difficile de trouver un travail. Exactement. Je pense que dans tous les domaines aujourd'hui, la norme aujourd'hui, c'est le baccalauréat, en effet. C'est vrai. C'est ça, un bac puis universitaire. Comme moi, j'ai un baccalauréat de l'Université d'Ottawa, tu sais, mais maintenant, il ne serait peut-être pas assez fort. Mais il y a toujours moyen de trouver une place là-dedans, mais surtout du côté humanitaire. Humanitaire, tu as besoin d'une moins bonne formation. Ce que tu as besoin, c'est des bras, et avoir de l'énergie, puis le goût de travailler dans des situations difficiles. Ça, c'est pas pareil. En 1965, vous avez mis les pieds pour la première fois, si je ne me trompe pas, en Afrique avec votre femme Hélène, que vous avez rencontrée ici à Buckingham. Est-ce que c'est là que vous avez eu la piqûre pour ce qui est du développement là, dans les autres pays? Ah, moi, ça vient de loin, là. Ça vient d'une rencontre qu'un missionnaire, dans le temps, là, était venu faire avec les étudiants de l'École Saint-Michel, dans l'ancien bâtiment, là, pas l'actuel, puis qui avait parlé de sa mission, puis qui avait décrit l'Afrique, ses pays, le pays où il travaillait, la sorte de travail qu'il faisait. Puis moi, là, j'avais, en 5e année ou 6e, là, je me suis mis à regarder par la fenêtre pour me dire, moi, là, je viens de trouver ce que je vais faire. Puis quand vous avez été en Afrique, ça a confirmé votre passion? Ah, moi, ça a toujours été... je suis prêt à repartir demain matin, là. Qu'est-ce que vous avez vécu concrètement lors de votre premier voyage? La première fois, c'est une sorte de découverte d'un pays. Il faut se replacer un peu, là. L'indépendance venait d'arriver. Ça faisait 3 ans qu'il était indépendant, le pays, là. Ça fait que les colonisateurs, ils étaient beaucoup partis. Il y avait un grand besoin de tout, dont des professeurs, mais de tout ici, là. Ça fait que ce qu'on a trouvé, c'est un accueil au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que les établissements se battaient pour nous avoir parce qu'il manquait de professeurs, puis tout ça. Donc, la première chose, c'est un sentiment d'avoir pris la bonne décision parce que tu es utile, tu vas servir à quelque chose. Tu sais, là, tu n'es pas en vacances, là, tu vas travailler. Fait que ça a été le premier sentiment. Le deuxième, bien là, ça s'adapte au pays lui-même. Nous autres, c'est le Burundi, là, en plein cœur de l'Afrique, en plein centre de l'Afrique, dans les montagnes de la Lune, à la source du Nil. Des mots comme ça, là, tu sais, qui te font rêver quand tu es jeune. Là. Et là, vous étiez... On était juste là, tu sais. Alors, c'est un pays vraiment, vraiment beau. Puis, avec de grands besoins, comme par exemple, on a fait 200 km pour se rendre à notre école, mais c'est de la gravelle, là. C'était dans la brousse, puis dans les montagnes. Là. On pouvait s'imaginer ceux qui se dirigeaient à chaque jour à l'école avec le chemin. Là. Oui, tu sais, ça fait que... Donc, le premier sentiment que moi j'ai eu, c'est que j'étais à la bonne place. C'est ça que je voulais faire. Vous êtes allé là... Ma femme aussi. Aussi, elle aussi. Oui. Vous êtes allé là pour surtout faire de l'observation. Je vous cite, vous avez déjà dit dans le journal Le Droit, pour comprendre les autres, il faut apprendre à les connaître. Est-ce que c'est ce que vous avez appliqué toute votre vie dans le cadre de vos fonctions? C'est qu'à un moment donné, là, tu ne peux pas prétendre connaître soit l'Afrique. Il y en a qui disent « j'ai fait l'Afrique, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Tu ne peux pas faire ça dans 2 semaines. Tu ne peux pas faire 2 semaines puis dire « j'ai été en Afrique, puis l'Afrique, c'est de même ». Puis il y a beaucoup de gens qui parlent de cette façon-là. Mais quand tu passes 2 ans là, dans le même village, puis avec des populations, puis tout ça, puis que tu vois les mariages autant que les funérailles, puis tu vois comment le monde vit dans ce pays-là ou ces pays-là, là, tu comprends. Tu comprends ce qui fait chanter le Bissimard, là. Tu vois ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour eux. Puis pour ça, il faut que tu sois assez longtemps. Tu ne peux pas faire ça d'un coup, là. Si je vous demande, parce que c'est une longue carrière que vous avez eue, si je vous demande, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde qui vous a le plus marqué en tant que coopérant?
En tant que personne, là, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'Inde, puis ce que j'ai vécu en Inde, là. Parce que là, je faisais un mélange d'humanitaire puis de développement, là. Ça m'a marqué beaucoup. Qu'est-ce qui vous a marqué concrètement? Bien, je me suis retrouvé dans une situation très, très, très difficile, dans une sécheresse au Maharashtra, autour de la ville de Pune. Ça, c'est dans le sud-est de l'Inde, là, avec des milliers de personnes prises dans une sécheresse. On devait nourrir les enfants qui avaient de 0 à 5 ans avec de la poudre d'œuf parce que ça empêche la détérioration du cerveau d'un enfant de 0 à 5 ans, la grande sécheresse. Ceux qui sont plus que 5 ans, ça ne donne rien de leur en donner. Fait c'est les petits de 7 ans, 8 ans qui nourrissaient le petit frère et la petite sœur là, pour essayer de faire... puis pendant ce temps-là, les mères sont dans un grand champ plus loin, puis ils cassent de la roche au gros soleil pendant toute la journée. Puis s'ils cassent de la roche toute la journée, ils sont bien contents de casser de la roche toute la journée parce qu'ils ont un souper le soir, ils ont un repas le soir. Tu sais? Ils méritent de manger à la fin de leur journée. C'est ça. Ça s'appelle des Food for Work Programs des Nations Unies. Je me suis retrouvé, ça n'a pas prévu, mais je me suis retrouvé carrément là-dedans. Ça m'a impressionné beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné. Là, tu sais, à partir de Mère Teresa jusqu'à un gourou, là, tu sais, là, tout le monde comme ça. Au niveau de la beauté des pays, parce que je pense qu'il y a ça en arrière de ta tête aussi, c'est quoi le pays le plus beau d'Afrique? Certainement. Pour moi, le pays le plus beau d'Afrique, là, c'est le Malawi. Un pays d'Afrique australe, qui a un grand, grand lac, là, le lac Malawi, dans la faille de l'Afrique, là, mais qui est vraiment beau. Les montagnes d'un côté, les plaines de l'autre, une faune. C'est pas un pays de tourisme, c'est un pays où les gens vivent. Il n'y a pas beaucoup de tourisme. Là. Mais ils vivent dans ce pays-là sans savoir que c'est le plus beau du monde à mes yeux. Là, vous venez de me parler de ce pays-là, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres également. Et on pourrait parler et décortiquer votre livre pendant des heures et des heures. Si vous le permettez, on va prendre une courte pause et on poursuit notre discussion au retour. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Jacques Jobin, qui est coopérant, qui a été coopérant toute sa carrière et qui est nouvellement auteur du livre « Parcours d'un idéaliste coopération internationale en ONG 1965-2015 ». Monsieur Jobin, vous avez décidé durant votre carrière que de ne travailler pour des organismes non gouvernementaux. Pourquoi vous avez décidé de le faire? Bien, au tout début, quand on est parti, on a fait application à SUCO, qui était un organisme non gouvernemental, sans trop savoir ce qu'on faisait. On savait que c'est un organisme non gouvernemental, c'est tout. Mais dans ce temps-là, l'ACDI, ces choses-là n'existaient même pas. Alors, après 3 ans, j'ai beaucoup de mes amis qui sont passés au gouvernement. Parce que le gouvernement a commencé à faire des projets, faire des programmes, etc. Mais avec une façon de travailler qui est très gouvernementale, c'est-à-dire des structures, un encadrement avec des objectifs plus ou moins atteignables, mais qui te demandent de faire des rapports très exhaustifs, etc. Et c'était moins
cette façon de faire-là était moins réaliste, était moins humaine? Sur le terrain, c'est le résultat de cette façon-là de travailler, c'est tu vas là, tu fais un gros projet et puis tu vis toute ta période sur le terrain dans un gros projet. Bon. Moi, ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans les ONG, puis je savais que dans les ONG, organismes non gouvernemental, où tu as ton financement, puis c'est toi qui décides quel projet tu vas faire, etc., etc. C'est pas du tout la même structure que pour le gouvernement. J'ai été chanceux, ça paye beaucoup moins dans les ONG. Sauf que moi, j'ai été chanceux. Nous avons été capables, mon épouse et moi, d'accepter cette situation-là au prix d'avoir un travail beaucoup plus intéressant. Puis, d'après nous, beaucoup plus efficace sur le terrain. Vous dites que c'était pas payant, que vous avez accepté ce mode de vie-là, mais on le sait, vous avez quelques enfants. C'était un mode de vie qui était viable? Il l'est devenu parce que la coopération de cette façon-là s'est développée beaucoup au début des années 70. Là. Quand je suis revenu, SCO m'a engagé. J'ai travaillé pour eux. Le salaire n'était pas très élevé. Sauf qu'après quelques années, là, les budgets même de SCO ont augmenté. Et puis là, on a réussi à acheter les petites culottes, comme disait mon patron. Là. Fait que là, on était correct. Là. Durant votre carrière, M. Jobin, est-ce que vous avez réellement l'impression d'avoir contribué au développement des pays que vous avez visités? Ça, c'est une bonne question parce que, d'une part, moi, j'ai le sentiment d'avoir contribué à la façon de penser des élèves qu'on avait, à la façon de, eux, voir leur avenir, la façon, tu sais. Ça, oui. Ça, absolument. Puis contribuer à l'image qui se faisait des Blancs, puis du genre de vie, puis etc. Là. Ça, je pense que c'est très positif. Mais pour le pays, c'est le Burundi. D'un côté, on est terriblement mal tombé. Le Burundi est en crise depuis 1900. La première crise en 1965, quand on est arrivé. Fait que si on avait été dans un pays stable politiquement, on aurait peut-être été capable de faire des choses qui auraient duré. Tu sais? Mais là, ce qui a duré, c'est l'amitié. On a encore des grandes amitiés avec des anciens élèves, tu sais, puis on communique encore ensemble, puis il y a toutes sortes d'histoires là, qui font que ce qu'on a réussi, c'est à créer de l'amitié et de la solidarité avec un certain nombre de personnes. Ça, c'est bon. À la base, le livre était, si je ne me trompe pas, destiné à vos 9 petits-enfants. Ouais. C'était comme un livre de présentation. Alors voilà ce que votre grand-papa a fait durant toute sa carrière, mais vous avez décidé de rendre public le livre. Pourquoi? 2 raisons. Une, c'est que quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai commencé à le faire vraiment pour mes petits-enfants. Et puis, mais mes petits-enfants, je veux aussi, probablement que je voulais aussi les influencer un peu, tu sais. Ça fait que c'est pas grand-papa a fait ci, puis grand-maman a fait ça. C'était plus, mais voici où on est allé, ce qui s'est passé, puis les difficultés qu'on a eues, puis la naissance du plus vieux, comment ça s'est fait. Puis... Mais là, quand je le montrais à des amis avec lesquels j'ai travaillé, ils disaient « Mais Jacques, ça n'a pas de bon sens. Tu peux dire ça à tes petits-enfants, mais tu devais ajouter le travail que tu faisais, puis que l'organisme faisait, puis quoi, que Jeunesse Canada Monde, c'est quoi cette affaire-là, que ça mange en hiver? SCO, Oxfam. » Donc, on vous demandait d'ajouter plus de détails. D'ajouter un volet coopération internationale. Exactement. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait, puis ça a mélangé l'affaire un peu. Les 2 éléments sont dans le même livre. Puis, en plus, parmi les 350 pages environ du livre, vous me disiez que vous n'avez pas glissé de cartographie. Puis vous regrettez un peu de l'avoir fait. Pourquoi? Je regrette parce que j'ai des gens qui le lisent, j'ai des gens même au manoir qui l'ont lu, là, qui me disent « Oui, mais quand tu parles d'un pays, puis un pays, mais tu dis pas où il est, le pays. Il est en Afrique. Mais en Afrique, il y en a 52 pays.
Fait que quand tu changes de pays, tu t'en vas où, tu fais quoi? C'est difficile pour un lecteur de... Il faut qu'il aille chercher un dictionnaire, tu sais, puis tout ça. Même chose pour les acronymes. Je travaillais pour des organismes, le PNUD, l'ACDI, le CID, pas l'ACDI. Le PNUD, les Nations Unies, ça. Mais on ne sait pas c'est quoi le PNUD. D'avoir une moi, référence. C'est devenu mon vocabulaire normal. Mais pour eux, c'est normal, ils ne savent pas, ils n'ont jamais entendu parler. Ça, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui m'envoyait dans tel pays. Mais je ne l'ai pas dit, ça, dans le livre. Fait que c'est deux petites erreurs. Il y a beaucoup de détails dans votre livre, il y a beaucoup de noms. J'imagine que pour un jeune homme de 77 ans, c'est un bel exercice de mémoire, d'écrire un livre comme ça? Moi, j'ai tellement... comment je dirais ça? J'ai tellement aimé ce que j'ai fait, là, que je m'en rappelle de tout. Je peux te décrire des situations, là... je sais qu'il y en a plusieurs qui ne s'en rappelaient plus. Mais moi, je trouvais ça impressionnant, ce que je voyais, puis j'aimais ce que je faisais. J'étais un chanceux. Et puis dans ce temps-là, ben, tu les oublies pas, les choses. Là. Fait qu'à mesure que j'écrivais, ça revenait. Tu sais? Puis il en est revenu bien plus qu'il y en a dans le livre. Fait que c'est ça. Moi, j'ai été imprégné par cette expérience-là. Là. Puis il y a beaucoup de détails qui sont gravés à tout jamais dans votre mémoire. Oui. Des choses pas nécessairement dramatiques, là. Des belles choses. Que moi, je trouvais beaucoup belles. De belles ça aussi. faisait depuis que j'étais en 5e année là, que je me disais, ce que je veux, là, vous allez voir ce qui se passe. Bien, je l'ai eu. Il a été vendu... Oui, exactement, c'est ça. Il a été, votre livre, vendu environ à 300 exemplaires, je crois. Est-ce qu'il est encore en vente au moment où on se parle? Oui, là, il y en a quelques-uns à la librairie Rosemary. Il y en a à la librairie du Soleil. Et puis, mais il y en a quelques-uns, il m'en reste pas gros. Donc, ça part vite? Ça a parti vite, ça a parti bien. Mais je pense pas, je pourrais pas le réimprimer, ça se vendrait plus, là, c'est trop précis, là, tu sais, comme livre. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la maison, on vous met en bas de l'écran l'adresse de la librairie Rosemary à Buckingham. Je suis curieux de savoir les commentaires que vous avez eus sur votre livre. Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Parce que c'est quand même... C'est un livre assez complexe, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur votre livre? Des commentaires, là, toujours pratiquement reliés à des expériences que le lecteur avait eues. Tu sais? Il y a le commentaire général qui dit « Wow, t'en as fait des affaires, t'en as vu des choses, t'as fait une vie intéressante. » L'autre commentaire, c'est « Ah, ben moi aussi, quand j'avais 25 ans, je pensais y aller, mais j'ai pas pu, puis ça. » Ça arrive très souvent. Puis celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est plusieurs qui m'ont dit « Merci d'avoir écrit, parce que ça m'a rappelé des choses de mon expérience à moi. » Tu sais, des gars qui avaient été coopérants à l'étranger, puis qui l'ont lu, puis qui se rappelaient de toutes sortes de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Jobin, en 2018, le Canada fait encore beaucoup de coopération internationale? Ça a baissé beaucoup avec M. Harper. Le Parti libéral dit à l'Afrique et aux autres, on est de retour, mais il ne met pas d'argent dedans, ça fait que ça ne donne pas grand-chose. Sauf que le Canada dit vouloir en faire. Tu sais? Est-ce qu'il va le faire? Le gouvernement est encore trop nouveau, puis il faut qu'il... Mais tantôt, on parlait d'organismes non gouvernementaux. Dans le non gouvernemental, la culture, la mentalité a changé, là. Mais oui, c'est une façon que, par exemple, les organismes, je cherche des noms, là, mais... Mais il y en a encore aujourd'hui. Les ONG, il y en a encore, et puis ils sont de plus en plus spécialisés, mais ils trouvent beaucoup de financement des Nations Unies et puis des organismes internationaux pour les aider à fonctionner. Là, tu sais, là, Oxfam, puis SCO, les autres, là, sont capables de fonctionner. Mais toute la culture, toute la mentalité a changé. Nous autres, quand on est partis, là,
On était à l'intérieur d'un pays où il n'était pas question de téléphoner au Canada, là. Il n'était pas question d'envoyer un rapport à Ottawa pour de nos activités, puis d'avoir une réponse avant 2 mois. Là, maintenant, là, on est sur Internet toute la bande. Je suis allé dans le village où on est allé la première année, puis j'ai téléphoné chez nous sur mon cellulaire. Fait que c'est changé, la culture, la mentalité, le sentiment d'éloignement, tout ça, c'est changé. Il ne reste pas beaucoup de temps à l'entrevue, M. Jobin. J'ai su entre les branches que vous travaillez sur un nouveau projet. C'est bien vrai? Oui, bien, j'ai trouvé dur, l'écriture. Puis d'un autre côté, j'ai beaucoup aimé retrouver des choses dans ma tête. Là, maintenant, j'éloigne la famille de ça. C'est-à-dire, j'enlève toutes les affaires de mes petits-enfants. Oui. Puis je fais un livre sur la coopération internationale, comment moi je l'ai vécu dans les ONG, avec à la fin, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire maintenant. D'accord. Elle évolue comment, la coopération internationale. Là, je me paye un drip. Oh oui, là. vous amusez, là, encore plus oui, que... Oui. Puis si, oui. Puis si je le finis avant de mourir, très bien. Sinon, je vais m'arranger pour un de mes 2 garçons le finisse. Fait qu'on va être correct. Il va y avoir quelque chose. Monsieur Jacques Jobin, merci d'avoir été des nôtres pour nous parler de votre livre qui est encore disponible, on vous le rappelle. Puis, on vous souhaite de vous amuser pour votre 2e livre qui s'en vient bientôt. Merci beaucoup. C'était Tribune locale, oui, pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci. La première fois que je l'ai faite, je dois l'avouer, j'étais un peu nerveux. C'est toujours stressant les premières fois. Mais je me souviens quand j'ai eu 18 ans, mon père m'avait dit « On va y aller ensemble, tu vas voir, ça va bien aller ». Puis mon père, c'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de vraiment terre à terre. Puis c'est un peu lui qui m'a inculqué ces valeurs-là, en fait, d'être capable de se rendre jusqu'au bout. Quand tu donnes du sang pour la première fois, c'est comme un nouveau défi. T'es stressé, t'es un peu nerveux. Mais ça se passe tellement vite. Après, t'es tellement content de l'avoir fait. Puis depuis que j'ai donné, moi, mon premier don, j'attends plus qu'on me sollicite, je vais le plus souvent possible. Souvent, quand on veut aider, on est porté à croire que tout ce qu'on peut faire, c'est donner de l'argent. Mais donner du sang, c'est aussi important. Puis quand tu réalises qu'un don de sang peut aider à sauver autant de vies, pour moi, ça n'a pas de prix. Tant que je vais avoir la santé, je vais continuer à donner.